Fuis. Fuis le plus vite possible. C'est la seule chose qu'il te reste à faire. Fuir, puis fuir encore, jusqu'à la fin des temps. C'étaient les seuls mots qui lui venaient dans ces rares moments de lucidité, durant les brèves pauses dans sa course effrénée vers un hypothétique sanctuaire. Il lui semblait que ce n'était que le début, la transition vers un nouveau mode de vie qui deviendrait éternel. La mort était-elle préférable ? Un autre combattant l'aurait peut-être pensé. Ils auraient pu se retourner, l'arme au poing, pour défier la vague de fureur qui les aurait emportés. Mais il n'avait pas été conçu ainsi. Aucun membre de sa légion n'avait été conçu ainsi. Cœur de fer, main de fer. Fuir, survivre, se replier, se regrouper, reconstruire. Pas de pitié, ni pour soi, ni pour aucun être vivant. Fuir, le plus vite possible. Trouver un endroit lointain, où il pourrait enfin se retourner et contre-attaquer depuis une position de force. Il trouverait un endroit, il le trouverait. Telle était l'autre vérité. La roue finirait par tourner. Il lui fallait simplement vivre assez longtemps pour en profiter. Alors fuis, cours, mais non, pas jusqu'à la fin des temps. Jadis, il avait eu une réputation. La terre elle-même se modelait et se transformait sous ses mains, à ce qu'il disait. Il contemplait un paysage, un terrain, un escarpement qui s'élevait et s'abaissait tel un drapé, et savait comment le plier à sa volonté. Il évaluait les substrats, les strates sous-jacentes et les conditions de surface. Ses yeux gris scintillaient tandis que son corps se tenait parfaitement immobile sous l'éclat des relevés d'augure accumulés. Au bout d'une minute, d'une heure ou de plusieurs jours, quel que soit le temps nécessaire, les ordres arrivaient. Il faisait signe aux machines de se mettre en place, les foreuses se mettaient en marche, les puits étaient creusés, les routes excavées, les pompes commençaient à tourner, des sondages étaient effectués. Tandis qu'il continuait à observer, les bras croisés sur son torse, patient, toujours silencieux, les troupes d'esclaves se mettaient en position, les outils à portée de main. La terre allait être transformée, et elle protestait. Les cris et les souffles de la pierre renversée, le craquement des sédiments anciens exposés au grand jour. Mais sa volonté était la plus puissante, toujours la plus puissante. La terre était sa servante, et il était son seigneur. Il en avait été ainsi avant le grand schisme, durant les années où il avait combattu sous la bannière de l'Imperium. Les choses étaient demeurées ainsi après la scission, alors que la victoire se rapprochait de plus en plus. Le tournevis du destin, lorsque sa légion s'était débarrassée de sa longue humiliation et avait retourné ses talents contre ses anciens bourreaux. Ses outils étaient restés les mêmes tout du long, non pas les avantages douteux des forces démoniaques, les tours et les illusions des esprits et des âmes faibles, mais ces instruments familiers, des choses physiques, les marteaux, les machines, les mains, l'ingéniosité et le labeur des mortels. On les avait qualifiés d'amers, de rancuniers, de reclus. Il y avait une raison à cela, une multitude de raisons. Mais l'empereur, malgré tous ses péchés, n'avait jamais forgé une arme sans but. Il fallait être amer pour faire ce travail. Il fallait y mettre du sien, canaliser toute cette hargne, en diriger la force dans le sol, dans la terre. Car les endroits profonds étaient amers eux aussi. Ils étaient nauséabonds et enfuis, le substrat accumulé d'un millier de vies enterrées, et ils puaient, s'accrochaient à vos bottes et raclaient vos épaules. Seuls les aigris supportaient cela. Seul un estomac aguerri pouvait supporter l'amertume de la terre. Aussi déformaient-ils et modifiaient-ils les mondes qu'ils trouvaient. Ils y enfonçaient leurs doigts et transformaient le paysage en piège mortel. Parfois, il s'agissait d'un système défensif, des remblais et des palissades contre lesquelles les armées se brisaient comme des feuilles de verre. D'autres fois, l'objectif était offensif. Des tranchées d'encerclement qui protégeaient l'avancée des grandes machines et étouffaient les forteresses ennemies. Le résultat, au bout du compte, était le même. Les cadavres qui pourrissaient dans le paillis, les murs qui s'effondraient dans la boue, les engins de guerre condamnés à une lente corrosion et les bannières de la 4e Légion à nouveau hissées haut. Ils étaient méthodiques, ils étaient patients. C'était parfait, si parfaitement planifié du début à la fin. Le produit d'un esprit au génie implacable sous lequel il avait été si fier de servir. Le maître de siège, c'est ainsi qu'on l'appelait à l'époque. Ortag Théocon,
le tourmenteur de la terre. Honoré chez un peuple qui n'honorait que les arts les plus pénibles, ceux de l'outil et de l'instruction, de la jauge et du théodolite. Est-ce que cela signifie encore quelque chose? Il n'y aurait nulle construction maintenant, nul remodelage patient de la terre, seulement la fuite, tête baissée, paniquée, avec l'humiliation que cela impliquait, l'humiliation brute, insupportable. C'était la pire des blessures, bien plus douloureuse que toute atteinte à la chair. Fuis, ressens l'abjection, la honte brûlante. Fuis le plus vite possible, mais pas pour l'éternité. Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Hey, coucou les ruralistes, salut à tous, mes très chers petits bouseux, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, et vous êtes également dans la rubrique lore, une rubrique, eh bien, comme vous avez pu le constater, que j'ai voulu ouvrir par une petite lecture. Père Maxou, raconte-nous une histoire. Eh bien, je voulais vous parler un petit peu du mantra Iron Warrior, ce petit texte qui, à vrai dire, est le premier du bouquin dont on va parler aujourd'hui. Parce que ouais, les gens, ils me demandent souvent ouais, mais pourquoi tu joues à Iron Warrior? Ils sont chiants, ils sont toujours... ils sont désagréables, ces gens-là. Bah ouais, mais... Comme vous pouvez le voir, c'est plus que cela, hein. L'amertume Iron Warrior peut très bien devenir poésie. Et moi, j'aime bien également ce petit rapport à la terre qu'ils ont. Ne serait-ce pas quelque part la faction la plus rurale de l'univers de 40 000. Quoique les exodites doivent également avoir leur petit potager en permaculture. Ils font moins mal à la planète, on va pas se mentir. Iron Warrior, c'est la ruralité, mais... ouais, qui se préoccupe pas trop des générations futures, on va dire. Bref, nous sommes dans la rubrique lore et comme l'épisode précédent, on va parler aujourd'hui d'un petit bouquin sorti très récemment et un bouquin qui quelque part inaugure une nouvelle période assez historique, hein, parce que c'est la fin tout simplement de l'arc narratif de Horus Heresy dans les publications de la Black Library. Voilà, l'hérésie d'Horus, c'est fini, le maître de guerre est mort, l'empereur est sur son trône, et du coup on a la naissance d'un nouvel arc qui se nomme la Grande Purge. Parce que oui, ça va être exactement le programme, la Grande Purge, la vengeance, la poursuite des traîtres jusqu'aux confins de l'œil de la terreur. Donc ce premier volet de ce nouvel arc qu'est la Grande Purge, il se nomme Les Cendres de l'Imperium. Il est signé par Chris Wright. Dès qu'il faut prononcer un mot en anglais, c'est plus possible. Chris Wright, je connais pas des caisses. J'ai juste lu en fait ses ouvrages concernant les White Scars, qui étaient ma foi fort plaisants. Donc bref, l'auteur finalement, je ne le connais que trop peu pour vous en parler plus longuement que ça. En tout cas, il a été choisi pour ce nouvel arc, ces Cendres de l'Imperium, qui sont donc la suite directe du siège de Terra. Mais à vrai dire, c'est même une suite très très directe parce que c'est simple, c'est la minute qui suit la mort d'Horus, clairement. Donc c'est la suite vraiment très très directe de l'arc précédent que représentait la collection de bouquins Siège de Terra. Donc quelque part, je suis obligé de soulever l'importance de connaître quelque part, même dans les grandes lignes, le déroulement de ce Siège de Terra, ainsi idéalement que ses principaux protagonistes. Et surtout, c'est l'occasion, en fait, avant d'attaquer ces Cendres de l'Imperium, d'avaler ce qui demeure une véritable œuvre littéraire de destruction mythologique.
Pour cela, si vous avez la flemme, je vous rappelle j'en avais fait une émission. J'avais fait une émission qui se nommait Siège de Terra. C'était dans la rubrique review et bah, du coup, dans cette émission, je vous déroulais l'intégralité du récit parce que moi, ces livres, je les ai tous lus et je les ai tous lus avec grand bonheur. Bon, en tout cas, bon, si cette émission, un peu vieille maintenant, peut se révéler précieuse pour savoir de quoi on parle, ça ne remplacera pas une longue lecture qui vous permettra d'avoir toutes les clés en main pour aborder ce nouveau venu, donc ces cendres de l'Imperium, dans les meilleures conditions. Donc, replantons, avant de parler de tout ça, le contexte. Bah, le contexte, c'est quoi? C'est la victoire très nette, une victoire sans appel et surtout une victoire à effet immédiat des forces loyalistes. Horus est mort. Et ben, suite à, vraiment dans la minute qui suit la destruction d'Horus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe la disparition de toute forme d'énergie psychique. L'éther, désormais, il est absent. L'immatérium, il semble complètement mort et absent. Donc, conclusion, le Panthéon, il a battu en retraite, sous la menace désormais intense de ce qu'ils vont nommer désormais l'anathème. L'Astronomicon se rallume et la légion entière des Ultramarines débarque sur le monde trône. Donc voilà, le contexte c'est ça, c'est un contexte de victoire pour l'Imperium, un Imperium quand même désormais brisé, mais on est dans un contexte de victoire totale. Et donc bah, les forces renégates, d'une seconde à l'autre, sans qu'ils ne comprennent pourquoi d'ailleurs, ils sont privés du warp. Un warp eh bien, qui portait leur puissance, un warp qui leur permettait de courir aux côtés d'entités démoniaques et d'invocations en tout genre, et un warp en fait qui leur a permis de briser les derniers remparts du palais, parce qu'il se passait des trucs complètement fous. En fait, l'espace était renversé, vous couriez dehors et vous vous retrouvez dans une des nefs principales du Sanctum. Donc bah, tout ça, ça s'éteint en un instant suite à la mort d'Horus. Le Panthéon du Chaos se fait la malle, ils en ont peur de ce nouvel ennemi, enfin ils le connaissaient déjà, mais ils en ont peur de ce roi sombre, de cet empereur, bon un empereur désormais brisé, on en reparlera plus tard, mais bref, tout s'éteint d'un seul coup, et les forces renégates sur le sol de Terra, elles assistent à une défaite, mais totale, ils ne comprennent pas pourquoi, la mort d'Horus ne leur est pas encore communiquée, ils voient juste en fait le warp s'éteindre et ils sont désemparés. Bon, bah, le petit texte que je vous ai lu en intro, c'est ce contexte-là, un Iron Warrior qui désormais n'a plus d'autre choix que de fuir. Fuir sous bah, l'incompréhension totale de ce qui se passe, parce qu'ils étaient véritablement à un cheveu de pénétrer dans la salle du trône. Bref, un contexte de défaite absolument total. Et si on en vient maintenant aux grands thèmes qui sont développés dans ce bouquin, bah, ils sont véritablement très nombreux. Un des thèmes les plus marquants, eh bien, il s'agit tout simplement de la destruction totale de Terra, du monde trône. On a en fait, durant tout le récit, des références innombrables à la géographie complètement déstructurée de l'ancienne planète bleue, à vrai dire une planète qui n'est plus bleue depuis longtemps, dès lors les guerres d'unification. Terra n'était plus qu'un vaste désert. Mais là, cette fois, eh ben, c'est le dernier clou sur la croix d'une nature disparue depuis très très longtemps. Donc un spectacle absolument déprimant, et à vrai dire, c'est très bien écrit concernant ces parties-là. Des milliards de morts, parce que naturellement, si les récits précédents se focalisaient sur le monde trône, et plus particulièrement sa capitale himalayesque, Terra entière a été envahie. Et donc, partout, sur toute la planète, c'était invasion chaotique, des démons, des purges, des génocides en tout genre. Donc, on parle véritablement de milliards de morts. Terra est plus que jamais brisée et l'humanité ne l'est pas moins. Les survivants de Terra se retrouvent en fait dans des situations de catastrophes sanitaires et humanitaires, eh bien, comme la race humaine n'en a jamais vécu auparavant, parce que le simple fait de marcher sur le sol constitue un danger, quoi. Donc ça, c'est très très développé dans ce bouquin. La géographie, le paysage, tout est mais
c'est plus que détruit en vérité, hein. La croûte terrestre elle-même, elle s'est fait complètement perforer, hein, comme les ricains sont en train de le faire, en exploitant le gaz de schiste. Bah, croyez-moi que les bombardements chimiques, développés par Perturabo, ils ont laissé des traces solides. Des traces qui vont être là probablement pour des centenaires et donc bah, Terra en fait elle pue quoi, il y a du gaz toxique partout, le sol est complètement chimique. Il y a des lieux en fait où le sang s'est vitrifié, enfin c'est une cata totale. L'humanité est désemparée, sur une planète aussi détruite. Un autre grand thème de l'œuvre, et celui-là m'a bien plu, eh bien, il s'agit tout simplement de l'implacable rétribution qui va être menée par la Légion des Ultramarines, fraîchement débarqués sur Terra suite au réveil du phare de l'Imperium, l'Astronomican. À peine le truc s'est allumé que la Légion entière de Roboute et Guilliman a débarqué en orbite. Et bien cette rétribution, les gars, c'est la pure violence. Et donc, quelque part, on est bien dans l'esprit grande purge. C'est une violence, mais totale. Et une violence telle qu'elle peut presque écorner l'image qui a toujours été impeccable de cette légion. On est vraiment sur une grande purge sans merci et dont la menace est telle que l'esprit un peu, vous savez, poster boy hein, des ultramarines, tout propre sur eux, parangon de vertu, etc., bah, il paraît très lointain. Cette aura-là, elle paraît très lointaine devant, en fait, mais l'exécution sommaire qu'ils vont mener à échelle planétaire. Et il y a un choix intéressant dans ce bouquin, c'est sans doute un choix de l'auteur, ça va être de nous décrire la chose de manière très lointaine. La purge menée par les Ultramarines, c'est jamais plus qu'un grondement très lointain. Et c'est là que c'est vraiment intéressant, c'est qu'on ressent une violence, mais sans commune mesure, alors qu'on en est toujours assez éloigné. Et pour incarner ça, on va suivre en fait une bande de fuyards, de petits cultistes et de démagogues du chaos, en gros des pimpins, quoi, qui sont parvenus à fuir de la ligne de front, mais qui en fait, même s'ils courent toute la journée et toute la nuit, entendent en fait ce grondement qui ne fait que se rapprocher d'eux, hein. Et c'est absolument la terreur pure en vérité. Et ça, c'est vraiment une très belle réussite parce que d'une part, ça vient un peu altérer l'image de l'ultramarine qui peuvent paraître parfois un petit peu ennuyeux. Et d'autre part, il y a cette violence ressentie alors que dans les écrits, elle est toujours très très loin de nous, quoi. Donc très très sympa. Et bah, naturellement, cette légion, elle est menée par quelqu'un. Et si on parle de Guilliman, eh bien Guilliman, dans cet ouvrage, il peut paraître presque belliqueux dans ses aspirations. Parce qu'après tout, on sait ce qu'il va advenir. Le mec va écrire le codex Astartes, il va fonder les chapitres, il va imposer ça à tous ses frères, hein, et il y aura quand même quelques remontrances à cet égard, mais il va quand même y parvenir, quoi. C'est lui le champion, c'est lui le patron maintenant. Il prend les commandes, il va rédiger le codex Astartes, il va l'imposer à tout le monde, et dans la foulée, il va récupérer en main l'épée de l'empereur. Et donc là, quelque part, on voit s'ouvrir un arc narratif qui est plus qu'intéressant, c'est comment Roboute Guilliman va parvenir à accomplir tout ça. Par quelle manœuvre, en fait, il va atteindre ce degré d'influence et de domination sur ses frères. Donc là, en fait, s'ouvre dans cet arc une potentielle nouvelle image de ce Primarque. Et pour ma part, honnêtement, c'est tant mieux parce que voilà, j'ai relu récemment les Gathering Storm et c'est vrai que dans l'avènement du Primarque, là, on est complètement dans l'esprit poster boy, quoi. C'est vraiment le parangon total de vertu, hein, à vrai dire, qui n'a pas vraiment de défaut. Là, dans cet ouvrage, on voit un peu les choses différemment. Et je vous ai parlé de la violence de la Légion qui était toujours décrite de manière très lointaine. Eh bien, Roboute et Guilliman, on sait que à la manœuvre, il est à fond. C'est-à-dire la reconstruction de Terra, enfin la purge menée, en gros, toutes les opérations, elles sont menées uniquement par lui. Donc on sait que ça s'affaire très très dur hein, dans les salles de réunion du palais de l'empereur. Cependant, là aussi, on n'y assiste pas. Et donc, de la même manière qu'on ressent très fort une violence qui pourtant ne nous est même pas décrite,
Bah là, on ressent en fait toute la stratégie, toute l'entreprise de domination de Gilliman, alors qu'on n'assiste pas en fait au pourparlers. Donc, autre très très bonne réussite, et Gilliman, honnêtement, on a tendance à s'en méfier de plus en plus au fur et à mesure que le récit se déroule. Autre thème de ce bouquin, bon là j'ai appelé ça des hommes et des dieux brisés. Parce que là, ouais, en fait, dans l'humanité dans son ensemble, et à vrai dire, les humains et les transhumains, on va avoir le sentiment de quelque chose de brisé, mais plus que brisé en fait. Là, on va parler véritablement d'être fondamentalement brisé. Les portraits de Primark, et il y en a pas mal dans ce bouquin, ils vont être systématiquement peu flatteurs, et bien en deçà de l'image d'Épinal qu'ils ont toujours véhiculée. Si je prends l'exemple de Vulcan, qui est quand même... Vulcan a une image de Primark sympa, tu vois. Bah dans ce bouquin, je peux vous jurer qu'il est pas sympa du tout. Il est pas sympa du tout, il en a gros, il veut se venger et bah, le petit Vulcan, il va s'adonner tout simplement à la violence physique la plus totale. Une violence qu'on va vouloir faire durer un petit peu. Vous voyez ce dont je veux parler. Bref, il y a beaucoup en fait d'images écornées dans ce bouquin. L'Adeptus Astartes dans son ensemble, il est vacillant. euh, Rempli de deuil, de promesses brisées. Il y a un exemple parfait, ça va être les batailles menées par les Blood Angels sur Luna, dont l'ardeur au combat est désormais gravement atteinte. Donc ça, bah, naturellement, ça fait très bobo à mon petit cœur. Les mecs ont perdu leur Primarque. Ils ont rencontré en fait une nouvelle forme de malédiction qui pesait sur eux, hein, parce que la première incarnation de la rage noire a eu lieu. La légion entière en fait a versé dans la rage noire juste après la mort de leur Primarque. Certains y sont restés d'ailleurs. Bref, c'est vraiment la gueule de bois côté Blood Angel, et bah, le portrait qui nous est fait d'eux, on est bien, bien loin de l'ange vengeur, tu vois. Non, là, ils vont pas bien du tout. Donc, pauvre petit Blue Angel. Et si j'en viens maintenant à l'humanité, alors là, l'humanité, elle est complètement anéantie, affamée, dans un état physique, mais absolument lamentable. Et quelque part, bah, cette humanité, ne serait-ce pas là le meilleur candidat possible pour un ordre nouveau basé sur la superstition, l'obscurantisme et surtout la peur. Et outre cette humanité, donc résident sur Terra, enfin du moins ce qu'il en reste, on a également pas mal de points de vue du côté des hordes de cultistes du chaos. Bah, ces hordes-là, en fait, ils font face à une perte totale de sens. Et à vrai dire, si on parle ici de démagogues, hein, qui ont été agités sous les promesses de l'étoile à 8 branches, bah, dès lors qu'il faille survivre à tout prix, tous ces mecs en fait tombent dans le parjure total, hein. Vraiment, les dieux sombres là, ça ne compte plus. Il faut courir. Derrière nous, en fait, il y a les ultras, ils sont plutôt vénères. Ici, bah, seul va compter la survie. Donc une survie, bah, qui va nous être dépeinte à travers quelques petites bandes éparses pour des petits récits de survie. À chaque fois, tout à fait sympa. En tout cas, le casting dans son intégralité, hein, que ce soit les custos, les astartes, les humains, les transhumains et les chaoteux, tout le monde est complètement brisé. Et à vrai dire, parmi tous ces petits mecs, là, bah, qui de plus brisé que justement ces fameux renégats. Ça va être un des gros thèmes du bouquin, là aussi, ça va être l'incompréhension totale du côté du clan renégat. La défaite, si vous voulez, inéluctable, qui se passe en un seul clin d'œil, à cause de la rupture soudaine du warp, c'est un trauma, mais terrible en fait pour eux, hein. C'est vraiment un trauma terrible. Ils ne comprennent pas, tu vois, à part fuir, il y a rien d'autre à faire, quoi. Et donc, face au danger que représente désormais l'anathème, les puissances de la ruine, elles s'éteignent totalement et vraiment brutalement. Quelque part, le Panthéon trahit, hein, Horus et tous ses sbires, hein. Bon, tous ces gens étaient complètement instrumentalisés par eux, mais dès lors qu'ils ont vu pointer quelque chose de très doré et de très puissant, les mecs, ils ont pas demandé leur reste, hein. À eux 4, ils ont complètement pris la tangente. Donc, bah, résultat, le warp n'est plus.
Et si on part maintenant du point de vue des survivants Astartes du côté renégat, bah là, ça va pas fort, hein. On parle véritablement d'un ramassis de légions, qui s'agitent, avec du matériel brisé. La foi, bah, naturellement, elle est complètement vacillante, hein, parce que désormais, les dieux ne répondent pas. Donc pour incarner la chose, pour incarner en fait cet assemblage de forces renégates, en disgrâce, on a un petit assemblage très intéressant parce qu'il va être composé à la fois de World Bearers et d'Iron Warriors. Donc bah là, vous imaginez très bien, c'est une dualité très intéressante car il s'agit véritablement de deux légions que toutes opposent. Mais néanmoins, ils vont devoir en fait devenir alliés de fortune dans cette fuite désespérée avec toujours la 13e Légion sur les talons. Et à ce titre, on a pas mal de balais de vaisseaux spatiaux. Et les Ultramarines, dans l'espace, ils déconnent pas non plus, hein. Véritablement, là, les Ultramarines sont dépeints comme des prédateurs, mais absolument implacables, quoi. Donc, bah, les Warbearers, pour leur part, cette flamme qui est désormais éteinte, ils vont chercher à tout prix à la rallumer, hein, rallumer la flamme du chaos et bah, vous les connaissez, ça, ils vont vouloir le faire par tous les moyens et dans ce bouquin, bah, on va, déjà avoir une résurgence, du culte. Le culte, des porteurs de mots. Vous le savez, les mecs, en fait, pour éveiller les puissances du Warp, ils mènent des cultes d'une violence, mais complètement grotesque, hein. Ce bouquin est quand même un très bon candidat pour nous rappeler que les World Bearers, c'est peut-être les plus grands vilains de toute la galaxie, hein. Les mecs sont véritablement, mais ils peuvent sacrifier des centaines de mecs juste pour qu'une petite étincelle démoniaque s'agite dans la paume de leur main, hein, permettant de nouer un dialogue avec les puissances de l'Arwin. Donc les World Bearers, pour eux, ça va être ça leur job, même s'ils sont en situation de fuite, hein, avec, Gilliman sur les talons, ils vont d'office, en fait, chercher à recréer ça, à se reconnecter à cette puissance, du Warp qui semble avoir complètement disparu. Tandis que nos très chers frangins de la 4e Légion, donc les Iron Warriors, bah, eux, ils vont demeurer fidèles à leur, quelque part, leur pragmatisme indéracinable, hein. Le petit texte que je vous ai lu en intro incarne cela à merveille, hein. Véritablement survivre, fuir et rebâtir et bah, quelque part, redevenir en position de force quand le temps sera venu. Autre thème, et à vrai dire celui-ci assez décisif, eh bien il s'agit tout simplement de l'empereur silencieux. Bah ouais les gars, hein, parce que là, nous, on sait ce qui se passe. On met l'empereur sur le trône d'or et tout. Bon, on sait comment ça va se terminer. Bah sur Terra, là, tout le monde, absolument tout le monde, attend que l'empereur reprenne la parole. Mais seulement, ça n'a pas lieu. Ça n'a pas lieu. Personne, à vrai dire, ne sait pourquoi. Et bah, un des effets secondaires de la chose, c'est que le phare de l'humanité, il est un peu en veille. L'Astronomican, il devient un peu défaillant. Et le Trône d'Or, en fait, qui tout de suite va absolument monopoliser toute l'attention, bah, quelque part, des équipes techniques du palais de l'empereur, bah, ce Trône d'Or, il est déjà en train de devenir une machinerie tentaculaire complètement effrayante, hein. On passe de devenir une véritable machine occulte et broyeuse d'âmes. Et du coup, bah, ce silence, il jette mais l'impérium tout entier en plein désarroi, hein, y compris en fait du côté des custodes et des sœurs de l'Anathema Psychana, qui sont pas très présents dans le récit, mais on ressent en fait également leur douleur, quoi. Ils sont complètement brisés et si ils s'incarnent assez rarement en fait dans ce bouquin, bah, on sent en fait qu'ils sont tous très, très occupés dans la salle du trône. On a le droit en fait à un bref aperçu de ce qui se passe dans la salle du trône via un des disciples du Sigillite, qui essaie en fait de mener une visite là-dedans.
Mais le tableau qui nous en est dépeint, mais c'est véritablement une monstruosité, hein, et toute l'infrastructure, en fait, du palais de l'empereur, vous savez comme les mecs sont rapides pour faire des travaux, hein, dans l'impérium, là, on parle vraiment de terraforming, d'équipes, de droïdes, de servitors, si tu veux, c'est pas du Bouygues Immobilier, hein, là, ça y va, quoi. Il y a même pas besoin de chef de chantier. Les mecs, ont tous leur petite plaque de données, là, devant la gueule, ils ne ressentent pas la fatigue. Bref, niveau travaux, ça envoie très fort et ben, on voit en fait que le cœur névralgique du palais de Terra, il est en train de s'articuler tout entier pour subvenir aux besoins nouveaux de ce trône d'or qui semble être devenu une machine, mais à la complexité absolument impénétrable. En tout cas, l'empereur, eh bien, il n'est pas là. Il est silencieux, personne ne sait encore pourquoi, mais vous vous doutez bien qu'au sein de ce casting, désormais, il y en a quand même quelques-uns qui savent et qui vont agir en conséquence. Parce que là, l'heure est grave. L'empereur, on ne sait pas trop comment s'en occuper, hein. Donc, il va falloir mettre en place des protocoles d'urgence et bah là, je vais pas tout vous spoiler, hein, naturellement, vous savez où je veux en venir. Qu'est-ce qui maintient quelque part l'empereur dans cette fausse vie? Eh bien, il en est question ici, et même si le thème n'est pas du tout abordé, nous autres aficionados du lore de Warhammer 40 000, nous savons, nous sachons. Eh bien, du coup, entre les lignes, on voit qu'il y a des manœuvres à l'œuvre, et on voit que sous les discours politiques, les discours militaires, eh bien, il y a toujours un sous-texte dans tout ça. Le véritable but de toute manœuvre de l'Imperium, désormais, même si ce sont des buts cachés, bah, ça va être de trouver des moyens de maintenir l'empereur en vie dans l'espoir qu'un jour, eh bien, il reprenne la parole, quoi. Autre gros morceau de ce bouquin, et pas des moindres, bah, il se rapporte tout simplement à la couverture, hein, vous les voyez, couverture très très jolie d'ailleurs. On le voit bien, Dorn et Gilliman n'ont pas l'air très contents. Ils ont l'air de débattre avec fougue, parce que ouais, bah, Dorn et Gilliman, on parle ici de deux esprits, et 2 esprits qui vont incarner 2 méthodes et donc bah, 2 voies pour l'avenir. Pour l'un, ça va être la poursuite et pour l'autre, ça va être la consolidation du système Sol. Donc bah, Dorn, il a passé quand même tout le siège de Terra sur le front, hein. Donc naturellement, il y a une certaine forme de ressentiment qui se crée et un ressentiment en fait qui s'accroît dès lors que Gilliman, hein, qui semble vouloir reprendre les commandes de tout, bah lui, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein. Si tu veux, lui, le siège, il l'a pas fait. Donc naturellement, il va mettre énormément de pugnacité à mener l'implacable purge, hein, contre les éléments renégats en fuite. Mais pour Dorn, ça ne suffit pas. Dorn, en fait, il veut les poursuivre, mais jusqu'aux confins de la galaxie. Gilliman, lui, sa méthode, ça va être non, il faut absolument consolider, reprendre le plus grand soin en fait de Terra elle-même, et puis dans un futur à très court terme, se réemparer de Luna et de Mars qui sont encore aux mains des éléments renégats. Mais bon, néanmoins, des éléments renégats qui désormais sont seuls sur ces planètes. Donc, bah, le duel, quelque part, et là on parle véritablement d'un duel martial aussi bien que politique, le duel, il va pencher d'un côté suite à l'intervention des hauts seigneurs de Terra. Bah, des hauts seigneurs qui, à vrai dire, étaient assez inaudibles depuis bien longtemps. Ces hauts seigneurs de Terra, tout simplement, ils se sont fait, durant toute la Grande Croisade, complètement damer le pion par le pouvoir de l'Astartes et surtout par le pouvoir des primarques qui siégeaient depuis bien longtemps à ce haut conseil de Terra. Donc bah, on voit quelque part que les hauts seigneurs réinterviennent pour faire pencher la balance. Bah, une des énigmes en fait de ce bouquin, c'est bah, ils ont fait ça sous l'influence de qui? Parce que la reconquête de Luna et de Mars semble être devenue pour eux des impératifs, mais pourquoi au juste, hein? Qu'est-ce qui peut bien se passer? Bah, comme je vous l'ai dit, en sous-texte, on voit
plein de choses se dessiner. Et bah, si tout le monde n'est pas au courant que l'empereur est dans un état lamentable, bah, certains le sont. Et donc certains vont prendre des décisions pour essayer de réparer cette situation catastrophique. Bah bon, je ne vous en dis pas plus. Donc bah, duel politique entre deux primarques, mais à vrai dire, un duel qui subit en fait des pressions extérieures, des choses qui se passent dans les coulisses et des coulisses parfois peu avouables. Bon, naturellement, on sait comment ça se passe, hein. La grande purge, si vous voulez, elle aura lieu. À un bon moment, l'Imperium, ça y est, ils vont mener une espèce de croisade vengeresse à travers toute la galaxie, jusqu'aux confins de l'œil de la terreur, mais néanmoins, ça n'a pas lieu maintenant. Et donc, bah, c'est Gilliman, hein, qui remporte la manche pour cette fois, parce que bah, la reconquête de Luna va se faire quelque part, tambour battant, quelque part dès le lendemain de l'arrivée des Ultramarines sur le monde trône. Donc cette campagne de Luna, on y assiste et bah, on y retrouve cette intensité totale d'un conflit d'envergure. Parce que je vais en reparler après, mais ce bouquin n'est pas un bouquin de guerre, hein. Donc Dorne, Russe et le Lion, quant à eux, ils tendent à remonter une croisade pour poursuivre les traîtres, hein. Ils sont tous finalement du côté de Dorne et parce que eux aussi, ils ont une soif de vengeance absolument inextinguible, quoi. Mais il y a aussi en fait des personnages qui veulent se faire, et parmi eux, sur le podium, en fait, ça me rappelle un peu le mur des cons du syndicat de la magistrature. Mais parmi ces primarques, là, clairement, les têtes à abattre, c'est Lorgar, Abaddon et Typhus. Vraiment, les trois créatures qui ont fait le plus de mal, sans doute, dans toute cette histoire. Mais ça va pas se faire sous l'impulsion de Gilliman. Non, l'heure est à la consolidation. On s'occupe du monde trône, on purge le monde trône et ensuite on s'occupe de Luna, quitte à laisser bah, les renégats s'enfuir, hein. Donc c'est ici en fait on peut pas s'empêcher de penser à ce que serait devenu Warhammer 40 000 si justement il n'y avait pas eu ça, si toutes les forces de l'Imperium se seraient regroupées en un seul point et auraient mené une poursuite implacable des éléments en fuite de la flotte renégate. Et en plus, une flotte qui était globalement en très très mauvais état. Bon, il reste quand même des trucs de fou, hein. Le Vengeful Spirit, je veux dire, c'est pas un coucou, quoi. Mais on peut pas s'empêcher de penser à ça, quoi. Si cette croisade avait été menée, où est-ce qu'on en serait 10 000 ans plus tard? À vrai dire, c'est une lecture assez cruelle, hein, à ce niveau-là. Imaginez si les mecs étaient parvenus à abattre Abaddon. Abaddon, le fléau, mais lui, à lui seul, mais le mec est un génocide de milliards de personnes. Enfin, il a déchiré la galaxie en deux. Tu vois, on se dit merde, putain, mais si vous lui aviez couru après, là, dès le début. Et idem, par exemple, pour Typhus, hein, le mec, mais Typhus, Typhus, il a répandu la peste sur des systèmes entiers, mais le mec est un cauchemar, quoi. Donc, ben, on pourrait se dire, bon, après, voilà, l'histoire se serait terminée, donc quelque part, on serait plus en train de jouer à Warhammer 40 000, mais voilà, on peut pas s'empêcher d'être un peu amer à ce niveau-là, quoi. Clairement, s'ils avaient mené une poursuite dès le lendemain de la victoire impériale, mais qu'est-ce que ça aurait été, hein. Bref. Et au milieu de tout ça, bah, quand je vous parle un peu de ces sous-intrigues, de ces sous-textes, etc., bah, tout ceci, on va le devoir pas mal à l'humanité, c'est-à-dire les simples humains, donc qui sont à des postes importants, hein, parfois dans le monde trône, quoi. Et bah, globalement, ce roman, il fait la part belle à cette humanité. Une humanité qui va être au sein de la nouvelle gouvernance, donc au sein de ce roman, bah, qui en deviendrait presque un roman politique quelque part. Un roman politique où on trouvera même des éléments logistiques très détaillés, comme le recours humanitaire dédié aux civils, par exemple. De mémoire de lecteur, je n'avais jamais vu ça dans un ouvrage de la Black Library, quoi. La gestion, en fait, de ces survivants de Terra qui sont dans un état lamentable. Mine de rien, bah, vous aurez pas mal de pages qui en parlent et c'est fondamentalement intéressant. Dans ces humains, il y a quand même une caste à part. Il s'agit des fameux élus, les fils de Malcador, donc les disciples du Sigilite, désormais vaporisés sur le trône d'or, hein. Bah, ces élus,
Il semble vouloir en fait un impérium de l'homme désormais et non plus un impérium mené par les Astartés. Parce que un impérium mené par les Astartés, ça leur a donné quoi? Ça leur a donné la plus grande guerre galactique que l'humanité n'ait jamais connue. Donc on sent dans l'humanité une volonté quelque part de s'émanciper du pouvoir de l'Astartés, chose qui va être incarnée durant cette fameuse réunion de conseil de guerre là où Guilliman va remporter la Manche grâce en fait aux humains présents, donc, grâce aux hauts seigneurs de Terra. Donc des hauts seigneurs de Terra, ou, ouais, ou du moins ce qu'il en reste, hein, des hauts seigneurs aux intérêts quand même très divergents. Idem là, ici entre les lignes, on peut voir quelque part un début d'une corruption qui s'annonce absolument massive, hein, parce que là on parle d'institutions très anciennes, des institutions qui datent en fait des guerres d'unification parfois. Bon, des institutions qui sont devenues inexistantes désormais face au silence de l'empereur naturellement. Et donc, des institutions menacées par les Astartés, et qui vont devoir lutter pour leur propre survie et quelque part pour le maintien de leur rang. Donc, il y a beaucoup de luttes intestines concernant le pouvoir, hein, tout simplement, la prise de pouvoir. Donc, des luttes qui vont être parasitées, bien souvent, par des influences extérieures et des ambitions personnelles. Donc tout ça finalement autour de ce roman un petit peu politique, il y a une grosse ambiance de machination totale, aux contours presque occultes, hein, dans lesquels, on va discerner des ombres. Donc les ombres des descendants du Sigillite, hein, qui manœuvrent dans l'ombre, ces fameux élus, qui ont droit quand même, enfin qui sont riches de ressources, hein, qui ont une certaine puissance pour mener à bien leurs ambitions. Mais on va également croiser d'autres ombres assez peu recommandables, comme l'Officio Assassinorum ou naturellement l'Anathema Psychana. Toutes ces forces, elles vont être à l'œuvre pour définir à quoi ressemblera le pouvoir impérial au lendemain de la catastrophe. Et pour finir, quelque part dans cette petite galerie thématique, hein, que je vous dresse concernant ce bouquin, il y a un thème très intéressant, c'est la vérité sur le chaos. La vérité sur le chaos, jusqu'à maintenant, en fait, personne ne l'a, sauf un des principaux protagonistes de l'hérésie d'Horus, qui est Sinderman, le fameux commémorateur. Lui, la vérité, il l'a, parce qu'il a croisé la route d'Ahriman, hein, durant l'arc du siège de Terra, et la vérité sur le chaos, donc le chaos universel, lui a été révélée. Donc, il est parmi les seuls, hein, à savoir véritablement qu'est-ce que c'est. Donc, le chaos, fondamentalement, c'est quelque chose d'élémentaire. Donc comme le feu, comme l'eau, donc quelque chose qui ne peut pas vraiment être détruit, quelque chose contre lequel toute victoire semble impossible. Et donc, s'ouvre quelque part une voie pour Sinderman qui est la voie de la connaissance. Cette voie qui mènera sans doute vers l'Inquisition et pourquoi pas la création des Grey Knights, hein, à vrai dire une création qui a sans doute eu déjà lieu en coulisses, parce que c'est le Sigillite qui était à l'origine de ça. Donc à ce propos, on pourrait imaginer que Games Workshop commence quelque part à raccrocher les wagons par rapport à certains éléments du lore récent. Le chaos, ici, il semble donc disparu, mais il connaît cependant déjà des réminiscences. Donc que ce soit l'éveil d'une petite lueur psychique dans les mains d'un archiviste désormais condamné à combattre à l'arme blanche, hein, parce que le warp s'est éteint, donc par exemple les psychers n'ont plus aucun pouvoir, ou naturellement dans le cérémoniel complètement absurde de violence menée par les World Bearers, dont la mission consiste évidemment à faire renaître ces puissances désormais enfouies à nouveau. Donc là aussi, ça parle beaucoup de ça, ça parle de la vérité primordiale qui existe autour du warp, du chaos. Cette vérité, elle vous est transmise par pas mal d'intervenants en fait dans le bouquin, et c'est assez génial en fait d'avoir cette multiplicité de points de vue. Donc la multiplicité de points de vue, c'est un écueil, hein, au sein des ouvrages Black Library, c'est quelque chose de systématique, mais souvent
souvent, en fait, c'est quand on parle de guerre. Ici, on parle de quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus enfui et quelque part, l'éveil à la connaissance de ce qu'est véritablement le warp, eh bien, il commence. Parce que jusqu'à maintenant, personne, à part peut-être l'empereur, ne savait réellement de quoi il en retournait. Désormais, les choses ont changé, quoi. L'humanité a vu que les démons, ça existait. Donc, il va se passer quelque chose de fondamental à partir de cette vérité sur le chaos universel. L'Imperium, on sait ce qu'ils vont faire, ils vont tenter de le museler, hein, et ils vont complètement assouvir leur population sous le poids de l'ignorance, le poids de la peur, des superstitions et surtout de la foi qui va être à venir. Et ça, je pense que ce sera probablement un des plus grands thèmes à développer dans les séries de bouquins futurs. C'est comment est-ce qu'elle est née, cette putain de foi impériale, quoi. Quels ont été les instruments mis en œuvre pour arriver à cet obscurantisme total qui est désormais l'Imperium 10 000 ans plus tard. Donc là, c'est fondamentalement intéressant en fait comment le lore va faire évoluer tout ça. On sait déjà quelque part, mais la relecture, là, je pense qu'elle peut s'annoncer tout à fait palpitante. Bon, maintenant que je vous ai dressé un peu les grands thèmes, parlons un petit peu du bouquin en lui-même, donc de l'objet littéraire. Écoutez les mecs, globalement, c'est un boulot assez remarquable. Je me suis tout simplement régalé, tant dans son style que dans la qualité des dialogues, hein. Les dialogues, ils sont trop bien. Ils sont véritablement prenants. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'humains dans ces dialogues. Donc, ils sont souvent très prenants. Ils sont également souvent très tendus. Et c'est là aussi très souvent bourré de sous-entendus, quoi, de sous-textes, de non-dits et de silence. Globalement, tout ça, ça nous donne des dialogues, mais extrêmement vivants. Des dialogues qui animent des créatures brisées, hein, bien souvent. Des dialogues, mais ouais, ils sont vraiment bourrés de vie. Et à mon sens, c'est d'une qualité quand même assez inédite dans la Black Library. Moi, je trouve que globalement, même dans les très très bons écrits, c'est souvent les dialogues qui pêchent. Là, ce n'est pas le cas. Vraiment, c'est extrêmement bien écrit. Sur la forme, chaque chapitre de ce bouquin, il va s'ouvrir par un extrait. Un extrait, il y a plein de trucs. C'est beaucoup d'extraits d'entretiens avec des hérétiques, des entretiens qui ont été menés avant leur exécution. Donc on a pas mal des mecs des Sons of Horus, par exemple. On a des extraits d'ouvrages militaires, d'écrits de commémorateurs, d'ouvrages rétrospectifs, tout ça. C'est trop, trop bien. Ces extraits, ils sont d'une richesse, mais impeccable, vraiment. On est toujours dans une sobriété maximale, mais en fait, chacun de ces extraits viennent animer en nous des questions, quoi, et des questions souvent très sérieuses, hein, des trucs qui, comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans le roman de gare, on n'est pas dans le lore gogol. Non, là, on parle de vrais sujets, de vraies questions, la foi, le pouvoir, la politique, l'humain, le chaos. Vraiment, on est là-dedans, hein. On est dans quelque chose de parfois quasiment métaphysique en vérité. Donc vraiment très très bien. L'immersion, honnêtement, elle est totale, hein. Moi, ce bouquin, de toute façon, je l'ai bouffé en 2 jours, hein, je vais vous le dire. Je l'ai bouffé en 2 jours. C'est rare que je sois pris à ce point-là par un roman affilié Warhammer, hein. Ça m'arrive avec des auteurs de véritable littérature, hein, la grande littérature. Là, je vais pas dire que c'est de la très grande littérature, mais honnêtement, on n'en est pas bien loin, hein. On n'en est pas bien loin. Honnêtement, c'est un bouquin remarquable, comme je l'ai dit. C'est très, très, très bien écrit. Et ces petits choix là d'extraits au début de chaque chapitre, ils viennent en fait renforcer l'immersion, quoi. Et donc, si on en vient au contenu de ce bouquin qui, quelque part, ouvre un nouveau pan de lore, donc, on a un peu la certitude que ce nouveau pan de lore, néanmoins déjà très documenté, hein, parce que tout ce qui va suivre, on a eu quand même pas mal d'incarnations littéraires de la chose, entre la guerre de la bête, l'âge de l'apostasie, etc. Mais je pense que ce nouveau pan de lore, il aura vocation à raccommoder
les liens présents via le lore actuel. Très récemment, hein, par exemple, on a eu le rôle des Grey Knights qui a été un petit peu réécrit. Bah, je pense que dans ce qui va suivre, ça créera le pont par rapport à ça. Ou par exemple, l'importance désormais fondamentale de l'ordre des Sœurs du Silence. Les Sœurs du Silence, vous le savez bien, ce sont elles qui vont être en charge de maintenir le brasier présent dans la machinerie infernale du trône de l'empereur, hein. Si l'empereur va être maintenu en vie, ce sera au prix de milliers d'âmes incinérées. Bah ça, c'est le boulot des Sœurs du Silence. Donc je vous l'ai dit dans ce bouquin, elles sont quand même assez absentes, mais on sent déjà que leur rôle, il est énorme. Et ça va aussi, je pense, pas mal raccommoder avec certains éléments de lore qu'on a pu voir dans Gathering Storm. Bref, tout ça en fait raccommode de l'or que 10 000 ans séparent. Et bon, très bon exemple également, dans ce bouquin, on a déjà la présence des femmes custodes. Donc voilà, vous voyez que Game Workshop, il fait un peu de... On va pas dire le mot révisionnisme, hein, c'est un gros mot. Bon, néanmoins, c'est quand même un petit peu le cas, hein. On réécrit l'histoire pour que ça raccommode mieux avec ce qui se passe 10 000 ans plus tard, avec les nouveautés que l'on a décidé de faire. Donc il y a certains passages qui s'annoncent un petit peu casse-gueule, mais honnêtement, pour l'instant, c'est du tout bon. Concernant l'ouvrage, qu'est-ce que je pourrais en dire de plus? Là, je vous spoil pas le récit complet, je vous fais pas le détail de tous les personnages. J'essaie de rester à quelque chose d'assez fondamental. En tout cas, ce qu'on peut en dire quand même, c'est que c'est pas du tout un ouvrage dédié au combat, et contrairement à 90% de l'offre Black Library. Il y a pas trop la guerre là. C'est un roman qui va même faire preuve d'une certaine retenue. C'est-à-dire qu'il y aura pas de violence non nécessaire. Quand je dis violence, je pense surtout aux éléments les plus gore, hein, c'est-à-dire, voilà, mon point énergétique qui te rentre dans le thorax, qui vient en fait perforer, tes 3 poumons là. Ça, il y a pas. Il y a pas, il y a une certaine retenue globale, hein. Je vous ai parlé du point de vue lointain que constitue, par exemple, la violence incarnée par les ultramarines. On va être un peu dans le même esprit, tout du long, mais néanmoins, il faut quand même qu'il y ait bagarre et les quelques incarnations, guerrières, en termes de destruction, elles sont redoutables. Et donc là, principalement, on va parler de la bataille pour reconquérir Luna. Et ça se fait dans une violence absolument terrible qui va être, encore une fois, incarnée par les fils de Gilliman, hein. Et ça, globalement, c'est un point de vue qui leur fait du bien, hein, moi je trouve. Je suis vraiment très content que enfin on vienne bousculer un peu l'image poster boy. Mais bon, sur Luna, c'est une grande bataille. Il y a des titans, il y a plein de trucs. C'est la putain de guerre. Il y a des Astartes qui meurent par milliers. Mais sur Luna, la violence renégate, qui semble être un peu éteinte partout, hein, au sein des rangs des fuyards. Les fuyards, ils sont tellement en perte totale de sens que la violence, elle s'amenuise naturellement. Néanmoins, sur Luna, il reste quand même un gros effectif Son of Horus. Et cet effectif restant, il comprend qu'ils n'ont plus rien à perdre. Ils savent très bien qu'ils sont seuls. Et là, il y a un truc qui régale. Donc, le point de vue des Sons of Horus est mené par un apothicaire, très sympathique d'ailleurs. Et sur Luna, ce qui se passe, c'est que ces Sons of Horus qui sont là livrés à eux-mêmes, ils vont renouer avec cette violence, mais la violence qui leur vient tout droit de Ctonia, de leur monde natal, la culture des gangs et la violence des gangs. Ça s'incarne magnifiquement bien dans les combats. On retrouve du Sons of Horus pré-Horus, en fait. On retrouve en fait cet esprit de clan, de camaraderie, mais dans la violence, quoi. Ça régale. La bataille pour Luna, elle est tout simplement fantastique. Donc même si ce n'est pas un ouvrage de guerre, vous aurez quand même une sacrée baston à vous mettre sous la dent. Donc je pense avoir fait le tour de ce gros bouquin sans trop vous en dire non plus, hein. Je pourrais faire une émission bien plus longue, mais désormais voilà, je fais le vœu quand même de ne pas trop m'attarder sur les détails, vous laissant à vous, mes très chers petits bouseux, le plaisir d'une lecture sous le signe de la découverte, de la nouveauté. Mais en gros, c'est du tout bon, hein.
C'est vraiment du tout bon, quoi. On a un roman, mais parfaitement équilibré entre intrigue politique, un peu, ça a un côté thriller, hein, parfois. Il y a énormément de grandes thématiques à développer dans ce bouquin. Le point de vue, il est bien plus humain qu'à l'accoutumée, avec ce que ça implique également de faiblesse et de corruption, hein. Là, on n'est pas sur un roman à Startès où tout le monde a des couilles énormes. Non, on est sur un roman principalement humain et où les primarques, ça va un peu se passer en coulisses avec vraiment, il y a ce côté lutte intestine, des luttes de pouvoir intestines qui prédominent sur ce roman. Honnêtement, c'est tout à fait passionnant. Et bon, parfois, bon, moi je suis majoritairement joueur impérial et cet Imperium brisé, quelque part, il te fend un peu le cœur, hein, parce que cet Imperium brisé, donc bien qu'il sorte victorieux du conflit de l'hérésie d'Horus, vous vous doutez bien qu'il n'y a aucun cri de victoire, hein. On est sur une victoire très très amère. C'est véritablement une énorme gueule de bois et surtout, en l'absence de l'empereur, on est d'office confronté à une structure complètement dysfonctionnelle dès sa renaissance et la rénovation de ses fondations, elle se fait quelque part dans une forme de chaos total, un chaos où s'agitent les différents représentants de l'Imperium qui essaient de manifester un peu leur pouvoir. Donc, ingérence du pouvoir, silence de l'empereur, la puissance des Astartes qui va être remise en question maintes et maintes fois. Tout ceci, en fait, cet impérium privé de lumière, il va favoriser naturellement l'émergence du doute, de la superstition et on va devoir déjà décider de ce qui va devoir être le récit impérial. Qu'est-ce que ça va être, quelque part, l'équivalent du roman national, quoi. Comment on va raconter cette putain d'histoire tragique? Donc, on préserve ou on détruit du narratif. On va bâtir, en fait, pièce par pièce, d'office, un énorme mensonge qui sera, mais très très dogmatique. Tiens, un très bon exemple, c'est que dans le roman, on apprend que la mort de Sanguinus, elle est cachée au peuple, quoi. Le peuple n'est pas prêt à entendre ça. Et il y a plein d'autres trucs qui se passent, hein, comme la sainte Killer. Bon, Killer, vous imaginez un peu la sainte Célestine, 10 000 ans plus tôt, c'est un petit peu ça. Killer, donc, qui est une sainte qui a eu une très très longue histoire durant toute la saga l'hérésie d'Horus. Dans le siège de Terra, Killer, elle a mené quand même au réveil de l'Astronomicon grâce à la foi de ses adeptes. Bon, je vous passe les détails, mais donc elle a été d'une aide, mais hyper précieuse, parce que c'est la résurgence de cette Astronomicon qui a permis l'intervention de la Légion des Ultramarines, parce que jusqu'alors, le phare de l'humanité, plus personne ne le voyait. Et bien, cette sainte, qui a donc combattu, mais jusqu'au bout, pour sauver l'Imperium, elle est muselée. Ses adeptes, ils sont exécutés. Et c'est chaud. C'est vraiment chaud. Il y a également le père Sigismund, hein, qui a été témoin de tout ça, qui a une petite section dans le bouquin qui est super sympa, mais là aussi un portrait brisé, hein, complètement. Bref, tout ceci, en fait, ça nous décrit le début d'une dégénérescence longue de 10 millénaires qui ira de pie en pie. Vraiment, hein, les multiples points clés du lore, donc que ce soit la guerre de la bête ou l'âge de l'apostasie, hein, quelle meilleure incarnation que cet impérium malade que l'âge de l'apostasie. J'espère qu'on y viendra un jour. Mais ce bouquin, il amorce absolument tout ça. On voit comment l'impérium va devenir cette machinerie infernale. Et c'est passionnant. Donc, pour conclure, je ne puis que vous encourager à lire ce bouquin. Si vous êtes un peu dans le flou par rapport au lore, il y a des petites émissions, hein, qui existent à ce sujet. Donc, je vous ai parlé de celle sur le siège de Terra, mais sur YouTube, Internet, partout, vous trouverez tout ce qu'il vous faut. Mais en tout cas, excellent bouquin, vraiment largement, à mon sens, au-dessus du lot, hein. On est vraiment là au top de la Black Library. Pour moi, c'est vraiment très très bon. Le récent site d'atterrissage, enfin le bouquin sur IS-25 était très bon aussi. Là, je trouve qu'on est un cran au-dessus.
en termes de style, en termes de puissance littéraire et surtout en termes de thématique, parce que là, on agite uniquement de très très grandes idées, des idées qui vont beaucoup plus loin que le traditionnel roman de bourre-pif où des Astartes se mettent sur la gueule. Là, on est bien au-dessus de ça. Et même quand les Astartes finissent par se mettre sur la gueule, parce que naturellement ça devait arriver, bah on atteint à mon sens, un stade de littérature supérieure. Il y a quelque chose en plus, quoi. Véritablement, dans l'étude incessante de la géographie, il y a trop de trucs, en fait. C'est vraiment très, très, très bien fait. Donc, bah, lecture vraiment infiniment conseillée. Et croyez-moi, je ne vous ai rien dit cette fois. Il y a tout un délire Iron Warrior, moi, qui m'a régalé du début à la fin. On suit, en fait, tout au long du roman, cet ancien maître de siège, là, mais qui m'a régalé tout du long du bouquin. Et cette dualité avec les Warbearers, bah, croyez-moi qu'elle donne des scènes absolument hallucinantes. Bref, je n'en dis pas plus, mais en tout cas, je ne peux que vous encourager à découvrir la chose. Je pense que ça peut vous mener à une vraie expérience de Black Library. Si jusqu'à maintenant, vous avez un peu esquivé le truc, voilà, les Résidorus, c'est trop long, le siège de Terra, ouais, il y a trop un peu... Bah là, en fait, c'est le moment de s'y mettre parce que c'est vraiment la première étape d'un nouvel arc à part entière, hein. Donc, il s'annonce passionnant. Est-ce que l'expérience sera comme Horus Heresy, inégale par nature en qualité? On ne sait pas trop. Néanmoins, le petit Chris Wright, là, il nous ouvre la chose de la plus belle manière. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie. En tout cas, n'hésitez pas. Ça se trouve facilement en e-book, tout ça. Bon, moi, j'ai la version papier parce que j'aime bien le papier. Bon, c'est tout pour cette petite émission de lore. Veuillez me pardonner, elle a mis un petit moment à arriver. À vrai dire, Ruralhammer a connu son premier échec total d'enregistrement. C'est-à-dire que j'étais en train de faire l'émission et puis, au bout de 3/4 d'heure, je me suis pris une espèce de quinte de tout. Un truc, du coup, j'ai dû renoncer. J'ai dû arrêter l'émission en plein milieu et j'avais plus de voix. Un truc débile qui s'est passé. J'ai pas compris ce que c'était. Du coup, j'ai recommencé dès le début. Donc, ça explique pourquoi cette émission sort un peu tardivement. Mais néanmoins, je suis sûr que vous ne m'en voudrez pas. Parce que l'actualité, elle va continuer pour Ruralhammer. Et il y a pas mal de choses qui arrivent. Vous risquerez même de me voir à la télé prochainement. Donc, restez connectés. Et petit coup de promo pour ce qui se passe côté affiliation et partenaire. Donc naturellement, vous avez le petit choix via My Hobby Place, hein, si vous voulez soutenir le podcast via vos achats de hobby à moins 20%, eh bien grâce vous soit rendue. Et je remercie infiniment ceux qui le font. Croyez-moi, là, je viens d'acheter mes premières petites boîtes avec votre argent, mes très chers bouseux. Croyez-moi que ça donne un truc différent. Tu vois, là, ces boîtes, je les ai dans les mains, je les porte tout ému, je me dis, ah putain, c'est grâce à eux, quoi. C'est grâce à vous, tout ça. Et là, d'office, il y a quelque chose de différent qui se fait quand je les monte et que je les peins. Comme si, en fait, ça m'obligeait à le faire à mon meilleur niveau possible. En tout cas, pour ça, je vous remercie infiniment. Et autre manière de soutenir le podcast, c'est en allant faire vos courses chez notre nouveau partenaire qui est Arakis Miniatures. Donc A-R-A-K-I-S, Arakis Miniatures, qui est un printer 3D d'excellente qualité. Allez voir sur son site, mais des décors, il y en a beaucoup. Pour l'instant, l'offre est très 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 riche en fantasy, un petit peu moins côté 40K, mais ne vous en faites pas, ça va venir au fur et à mesure. Ce site internet est encore tout jeune et il reste beaucoup de catalogues à y importer. Donc sur Arakis Miniatures, excellente qualité de print, hein, j'ai eu la chose dans les mains et n'hésitez pas à faire vos courses parce que vous aurez 15% de remise sur tous vos achats avec le code RURAL15. Donc voilà, honnêtement, le mec est super bien placé en prix, c'est super bien placé côté qualité également, et en plus vous avez 15% de ristourne. Honnêtement, c'est un
excellent plan. Donc surtout, n'hésitez pas. Si vous voulez habiller vos tables, c'est le moment ou jamais. Et même si vous êtes par exemple joueur de The Old World, il y a une gamme en figurines, les gars, vous n'êtes pas prêts, hein. Il y a énormément de choses. Et côté 40K, il y a pas mal de trucs à aller piocher également. Si vous êtes un foufou du kit bash, vous trouverez quelques éléments impériaux et sororita, par exemple, pas piquer des hannetons. Bon voilà, je cesse de parasiter cette superbe émission de l'or. En tout cas, n'hésitez pas à faire jouer les partenaires, n'hésitez pas à soutenir la ruralité, ça me fait très 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 plaisir. Et si en plus ça vous donne à vous le droit d'avoir des belles tables pas chères, que demande le peuple? Écoutez les gars, portez-vous bien, on se retrouve tout bientôt sur le Discord ou ailleurs. Portez-vous bien, n'oubliez pas de participer au super bingo Rural Hammer sur le Discord. On a une grille de bingo où on remplit, où on met en fait les figurines qu'on a peintes. Ce n'est pas un concours avec un podium, néanmoins il y aura des petits cadeaux, mais n'hésitez pas à venir participer à ça. Le premier mois est écoulé sur ce bingo, mais il y a toujours de la place pour des nouveaux arrivants. Donc venez jouer avec nous au bingo Rural Hammer sur Discord. Allez, j'arrête de dire des conneries, je vous fais des bisous, que vive l'Imperium et à très vite mes petits zinzins.